Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de 300 millions de critiques. Nous allons, avec tous les chroniqueurs de l'émission, revivre et vous faire vivre évidemment l'ensemble de l'actualité culturelle francophone de la semaine. Nous sommes au 104 pour démarrer cette émission. Dans un instant, le sommaire. Mais nous sommes avec Nicolas Delon et avec Christophe Girard, qui est le président du 104. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes le président de l'endroit. Il faut quand même rappeler un peu comment tout ça est né, Christophe Girard. C'est une belle histoire et c'est une fierté parce que, à l'époque, Bertrand Delanoë était le chef de l'opposition à Jacques Chirac à la mairie de Paris. 95, un maire de gauche est élu dans le 19e arrondissement et tous les deux ont eu l'idée de demander le classement, la protection, l'inscription de cet établissement qui était donc les pompes funèbres de la ville de Paris, où étaient entassés tous les cercueils dont les Parisiens avaient besoin une fois mort. Eh bien, ce lieu a été protégé. Bertrand Delanoë est devenu maire de Paris et l'équipe Delanoë-Hidalgo et ma modeste contribution d'adjoint à la culture. On transforme ça en lieu culturel. C'est devenu un lieu culturel qui était programmé, concours d'architectes et ensuite un bon choix de directeur par le conseil d'administration sous mon impulsion. Mais quel est l'objet, Christophe, finalement, du 104, dans son fonctionnement? Alors, vous y avez toutes sortes de manifestations. De la musique, de l'art contemporain. De la musique, de l'art contemporain, une librairie, Emmaüs, un café, un restaurant, la Maison des Petits, Nathalie Crasset. Donc c'est un lieu plein de fonctions. Puis c'est un lieu qui est loué aussi à des défilés de mode, à des manifestations, des expositions. Là, on est au milieu d'une installation d'art contemporain, donc on est absolument comme, je dirais, dans une biennale d'art contemporain à Venise ou comme à New York. Donc, incontestablement, ça a été le rééquilibrage de Paris de manière à ce que l'art soit partagé, parce que nous savons tous, et vous, Guillaume Durand, particulièrement bien, que la culture est sans doute l'outil d'émancipation et de construction du citoyen le plus important. Voilà, donc nous sommes au 104. Nicolas, vous avez la particularité d'être architecte, cofondateur d'Encore Heureux, et vous êtes commissaire d'un événement qui a lieu à la Biennale de Venise, qui a démarré donc la semaine dernière, qui est une biennale magnifique, où le monde entier se rend. De quoi s'agit-il exactement, Nicolas ? Tous les 2 ans, donc, la Biennale d'architecture pose des questions sur l'état du monde sous l'angle de l'architecture. L'architecture, c'est ce qui nous entoure tous, on habite tous quelque part. C'est un sujet d'une très grande dimension, c'est passionnant. Cette année, il y a eu un thème global de poser qui était la notion de free space, posée par les 2 commissaires irlandaises, commissaire général de la Biennale, avec la question quels sont aujourd'hui des espaces de liberté. Nous, dans le pavillon français, dont nous étions en charge de l'exposition du pavillon français, nous avons souhaité répondre avec une exposition qui s'appelle Lieux Infinis, dans laquelle sont présentés 10 lieux, dont le 104, comme étant des lieux pionniers, des lieux à l'avant-garde, qui essaient d'inventer un futur possible, un futur collectif, face à des grandes échéances qui sont la question climatique, la question écologique, qui est un vrai défi pour l'architecture. Mais qu'est-ce que vous prenez ? Vous prenez des extraits des lieux, Comment ça fonctionne ? Alors, comment vous transposez, par exemple, le 104 dans les Jardinies ? C'est très compliqué de parler d'architecture sans ramener l'architecture. Et pour cela, nous avons fait des très grandes maquettes, à l'échelle 1/50e. À l'intérieur de ces maquettes-là, nous avons inséré des vidéos, des captations faites dans ces lieux. Par exemple, dans la nef du 104, nous avons filmé les différentes actions, les différentes choses qui s'y passent. Et nous avons inséré ces films-là dans les maquettes. Et également, nous avons accroché un cabinet de curiosité, qui est l'ancêtre du musée, le Studiolo, qui était l'époque où les artistes étaient à la fois médecins, chercheurs, philosophes. Et donc, nous avons assemblé 618 objets qui sont des objets prélevés, des objets preuves de ces lieux-là. Et donc, ça dure, et ça fonctionne comme la Biennale d'art contemporain, ça dure jusqu'au mois de septembre ? Absolument, jusqu'à même novembre, ça va jusqu'à 24 novembre. Donc, il y a 6 mois d'exposition. Est-ce que je peux vous demander à tous les deux, pour terminer cet entretien, on est ravis d'être au 104, au fond, quelle est la plus grande émotion que vous ayez jamais eue dans le domaine de l'art ? Alors, vous allez me dire, il va nous assommer avec une recherche de mémoire impossible, mais finalement... Non, il y en a beaucoup, évidemment, mais comme ça, spontanément... c'est quand, avec mon pass du musée du Louvre, je vais revoir un dessin de Dürer, parce que je veux m'assurer que le strabisme du dessin, du personnage, est bien du côté que j'ai retenu. Vous voyez, donc ça peut être un détail d'un tableau. Mais je dirais qu'une des émotions aujourd'hui les plus agréables, les plus fortes, c'est de venir spontanément au 104 dans la journée et de voir toute cette jeunesse qui s'est appropriée un lieu
et qui demandent plus de culture, plus d'éducation, plus d'émotion et dont le sens critique se forme. Et Nicolas, est-ce que vous avez un souvenir? J'ai un Forcément un souvenir d'architecte. Évidemment, non mais de mélange. Je me rappelle très bien, étant assez jeune, au Guggenheim à New York, Ouais. être dans cette rampe conçue par Frank Lloyd Wright, qui justement est une émotion d'architecture au service d'une émotion artistique. Et là, c'est vrai que dans ce type d'espace, on est vraiment dans la concordance des émotions. Vous montiez ou vous descendez? Je montais, et comme ça, je m'élevais. C'était quoi l'exposition, vous vous souvenez? Je me rappelle pas, j'étais trop petit, mais je me rappelle avoir eu ce sentiment de rapport entre l'espace, ce qui m'était proposé, et la façon dont le visiteur au centre de cette émotion repart avec quelque chose. Et je pense que nous faisons des bâtiments pour cela, nous faisons des expositions pour cela. C'est pour laisser aussi des traces et pour que les gens repartent avec des idées positives. Eh bien, nous sommes ravis donc d'être chez vous, Christophe Girard. Je rappelle que donc vous êtes le commissaire de l'exposition qui représente la France et que c'est la Suisse qui a été primée, la Suisse qui est un de nos partenaires, puisque nous sommes sur TV5 Monde. Merci à tous les deux. Passez la meilleure journée possible et nous allons retrouver immédiatement le sommaire et les chroniqueurs de l'émission. Toutes les opérations de gratuité dans les espaces culturels remportent un succès remarquable. Ce qui nous amène aujourd'hui à nous poser cette question. Faudrait-il établir la gratuité permanente dans les musées? Après des concerts de NTM à guichet fermé, c'est le secteur A qui fait son retour sur scène. Que signifie cette mode du revival rap? Nous en parlerons. L'été commence et c'est le lancement de la saison des festivals. Nous allons dans un instant faire le tour des coups de cœur de toute la bande en la matière. Et comme chaque semaine, bien sûr, le tour planétaire de l'actu culturelle francophone, c'est dans le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Voilà, nous démarrons donc après ce sommaire et je vous présente ceux que vous connaissez et qui nous accompagnent pour une bonne partie d'entre eux depuis le début de cette aventure, le 300 millions de critiques. Nous sommes avec Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Mon cher Michel, bonjour, avec Laura Tenouji donc de France Télévisions. Ma chère Laura, donc bonjour. Estelle Martin, qui représente brillamment TV5 Monde, donc Claudia La Rochelle de Radio-Canada, et donc celle qui, depuis 3 émissions maintenant, est avec nous pour représenter la Belgique, elle est musicienne, et nous sommes ravis de l'accueillir. Il s'agit de Gaëlle Miévis, ma chère Gaëlle, bonjour. Le premier sujet concerne la gratuité des musées. 2 millions de visiteurs en France pour la 14e nuit européenne des musées. De manière générale, en France et un petit peu partout en Europe et dans l'espace francophone, les opérations de gratuité dans les espaces culturels remportent un succès remarquable. Nous allons voir ça avec un point d'interrogation. Ce qui nous amène à nous poser cette question fondamentale. Faudrait-il que dorénavant, tous les musées, un petit peu partout dans le monde et surtout dans l'espace francophone, soient gratuits? Votre sentiment, Estelle Martin? J'ai envie de dire oui, parce qu'en fait, en tant que journaliste, je ne sais pas si les gens qui nous regardent le savent, mais effectivement, les journalistes ont la gratuité pour tous les musées, ce qui est déjà une chance énorme. Donc, j'ai la chance, et nous avons la chance de pouvoir aller dans les musées. Et en Europe, et même aux États-Unis, enfin, il y a vraiment énormément de pays où c'est gratuit pour les journalistes. Et je pense que c'est une chance. Il y a des pays où c'est gratuit pour tout le monde. Et c'est ça, comme effectivement, au Royaume-Uni, en Angleterre, c'est gratuit pour tout le monde. Malheureusement, en France, ça ne l'est pas. Attendez, en Angleterre, c'est gratuit. C'est-à-dire que le fonds permanent d'un musée, quand vous allez à la Tête Britain, qui est le Louvre anglais, tout est gratuit. Après, s'il y a une exposition thématique, vous payez, et très cher, 20, 25 livres. Alors nous, c'est pas exactement comme ça, mais il y a quand même des efforts qui ont été faits, puisque depuis 2009, l'accès aux collections permanentes est gratuit pour les moins de 26 ans, ce qui est déjà une bonne chose. Après, en France, ce n'est pas le choix qui a été fait. En revanche, il y a des barèmes, c'est-à-dire que si vous êtes chômeur, si vous êtes intermittent du spectacle, si vous êtes étudiant, si vous êtes un enfant, on sent qu'il y a quand même un effort pour que, effectivement, s'adapter. Ça peut être très cher d'aller au musée. Vous êtes une famille de 4 avec 2 ados, par exemple, pour aller voir une exposition qui n'est pas permanente, on pense à Artistes et Robots, tout de suite ça peut aller à 100 €. Donc c'est vrai que c'est un investissement, la culture. Et je trouve que ça serait plus juste que tout le monde y ait accès. Alors après, ça fait débat. Je pense simplement que... Et pour les expositions, ça paraît absolument invraisemblable que toutes les expositions soient gratuites. Les fonds, évidemment. Mais les expositions, s'il n'y a pas de moyens de financement, comment elles peuvent exister? Il y a le mécénat, on pourrait partir... Non, mais après, je suis tout à... Non, c'est vrai qu'après, il peut y avoir un barème. Mais c'est un peu facile pour moi de dire ça, puisqu'encore une fois, voilà, je suis journaliste, donc j'ai la chance d'avoir la gratuité. Oubliez-vous. Oui, mais en même temps, après, voilà, moi je comprends les gens pour qui c'est un investissement d'aller voir même des expositions permanentes, même voir des expositions. Et je trouve que c'est important que la culture, il y a un accès à tout le monde, et surtout qu'il faut guider les personnes. C'est-à-dire que ça soit gratuit. Je ne suis pas sûre que si on dit les musées sont gratuits, est-ce que tout le monde va aller au musée? Ce n'est pas forcément évident. Je pense qu'il faut passer par les scolaires, qu'il faut passer par un accompagnement pour que la culture vraiment rayonne. Moi, l'enjeu, il est plutôt là. Vous voulez rayonner.
Non, je veux que la culture rayonne. Moi, je fais ce que je Si peux. vous voulez rayonner aussi. Vous rayonnez. Je vous connais, vous rayonnez. Vous rayonnez. Claudia, d'abord, Ouais. est-ce que c'est gratuit chez vous? Ah, ben non. Non, mais il y a des initiatives qui sont prises, par contre. Enfin, qu'est-ce qui n'est pas gratuit et qu'est-ce qui est gratuit? Alors, en fait, on a un certain nombre de musées, une cinquantaine d'institutions muséales. Ouais. Et on a toujours à payer pour ça, à part lors de journées exceptionnelles où des initiatives sont prises. Ce n'est pas très cher aller au musée, soit dit en passant, mais quand même, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de charger aux gens leurs frais d'entrée. On est seulement 8 millions au Québec. On est un tout petit bassin. On a besoin de ces sous-là. C'est inévitable, c'est impensable, cette gratuité-là. Par contre, je parlais des initiatives qui sont prises et on a vu que ça donnait des résultats fulgurants. Ça a attiré beaucoup de gens dans nos musées. On a, par exemple, voyez-vous, la Nuit blanche lors du Festival Montréal en Lumière, où les musées sont majoritairement gratuits pendant toute une nuit. Donc, c'est l'hiver, il fait froid, les gens vont se réchauffer dans les musées, ils vont voir les œuvres qui sont là, les expos qui sont en cours. Récemment, on avait une expo sur Leonard Cohen. Ça a attiré des foules lors du dernier Festival Montréal en Lumière. Et on a cette initiative-là. Beaucoup de succès. Une autre, c'est la Journée des musées. Et là aussi, on a fait un test par rapport à ça. C'est la 32e édition, qui était présentée avec une programmation spéciale. C'est gratuit. On a eu en moyenne 90 000 à 100 000 visiteurs. Pour nous, c'est beaucoup. Il y avait 30 musées environ qui ont participé à ça. Il y avait un trajet. Les gens pouvaient circuler avec un transport gratuit qui était offert à ce moment-là lors de cette journée spéciale-là. Il faut savoir aussi, et ça me plaît bien, il faut voir est-ce que ça va se concrétiser. Le plus récent budget provincial des libéraux a annoncé une nouvelle mesure comme quoi une journée par mois, les musées à travers le Québec, donc qui sont membres des institutions muséales réglementaires, disons ça comme ça, une journée par mois, ils allaient tous être gratuits. Oui, c'est ce qui se passe en France pour un certain nombre de musées, musée Picasso, Orsay, etc. Je trouve que c'est un assez bon compromis, mais là, on reste à voir est-ce que ça va se concrétiser parce qu'on s'en va en élection très bientôt à l'automne au Québec, donc peut-être que ça va tomber à l'eau, malheureusement. Gaëlle. Mais chez nous, c'est ce qui se passe un peu. La gratuité des musées, c'est un succès grandissant en Belgique. Ça fait 5 ans que ça dure à raison d'une fois par mois, tous les dimanches du mois. Et c'est une mesure qui séduit beaucoup les Wallons et les Bruxellois. Cette mesure, elle a permis quand même un regain de fréquentation de 88% chez nous. Et les musées partenaires sont passés de 44 à 150, donc ce qui est pas mal, ça plaît. Maintenant, aller vers une gratuité permanente, je ne pense pas que la Belgique soit prête à ça. Ça restera ponctuel. C'est impossible parce qu'autrement, ils n'ont plus de frais de fonctionnement. Voilà. Comment voulez-vous acheter des œuvres? Comment voulez-vous entretenir des œuvres, entretenir des bâtiments s'il n'y a pas d'argent? Donc, si vous voulez, il y a toujours un moment où on ne peut pas promettre aux gens la gratuité absolue de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte gratuit. Il faut qu'un nouveau public arrive, mais ce n'est pas forcément en rendant tout gratuit qu'on y arrivera. Il faut forcément être pondéré, ne serait-ce que pour que les musées aient des moyens. Autrement, ils n'auront aucun moyen. Je suis bien d'accord avec vous. Ce qui ne veut pas dire que je sois contre la gratuité comme ça se pratique à Orsay ou au musée Picasso pour certaines journées, évidemment. Mais on ne réclame pas d'ailleurs sur les réseaux sociaux la gratuité des musées. C'est étonnant quand on regarde un peu tout ce qui se passe. On ne réclame pas ça. Le débat, aujourd'hui, on attend impatiemment en France le pass culture qui va être mis en place par la ministre de la Culture, Françoise Nisson, à partir du mois de septembre, en tout cas dans 4 départements. Pour les jeunes. Pour les jeunes de 18 ans qui vont avoir 500 € à dépenser dans les musées, mais pas uniquement, dans les concerts, dans l'achat de livres. Alors, j'ai été regarder un petit peu, et en Italie, attention, ça a été un échec fulgurant. Ils l'avaient fait, et les jeunes allaient acheter des places pour des concerts ou pour des expositions, et les revendaient ensuite. Ah voilà. Donc, est-ce que c'est le bon moyen? Je ne sais pas, il faudra attendre le mois de décembre pour voir Il va y avoir un l'expérimentation. trafic pour les concerts de rap. Pour Orelsan avec l'argent du pass culture. Michel. En Suisse, il n'y a pas non plus de débat quant à la gratuité des musées, à ma connaissance. Peut-être que pour. Alors fondamentalement, oui, j'imagine que chacun pourrait être pour, mais en même temps, chacun se rend bien compte que les musées ont un coût et que rien n'est gratuit. Si l'entrée du musée est gratuite, il faudra bien que quelqu'un d'autre à la fin paye pour l'entretien, pour les collections et autres. Donc ça va forcément se retrouver dans les impôts. Donc le citoyen paye ce que le visiteur ne paye pas. Donc la gratuité totale n'existera pas. D'autant plus que les musées en Suisse fonctionnent extrêmement bien. J'ai vu une statistique récemment qui montrait que c'était la première activité culturelle du pays. C'est-à-dire que 72% des Suisses
ont été au moins visiter une fois un musée dans l'année écoulée. Donc c'est vraiment la première activité, avant le cinéma, première activité culturelle. Vous savez que c'est exactement, et c'est très souvent le cas en France. Par exemple, quand les médias, on parle énormément de cinéma, dans toutes les émissions populaires, on parle des sorties des films, etc. Alors qu'il y a plus de monde dans les musées que dans les cinémas. C'est quand même totalement paradoxal. C'est une certaine gamme d'âge quand même dans les musées. Par exemple, le problème pour les musées, c'est une réalité, c'est qu'ils ont du mal à attirer les jeunes. Pour les jeunes, est plein, c'est des jeunes. Oui, il n'empêche que c'est un vrai problème des musées, c'est qu'ils renouvelaient le public. C'est beaucoup de personnes âgées. Mais ça se met en place gentiment. Une autre, mais c'est important. Laissons terminer le Cervin. Mais j'abonde dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut éduquer. D'autres statistiques montrent que les visiteurs fréquents de musées sont des visiteurs qui ont commencé à aller au musée avant leurs 18 ans. Donc si vous n'allez pas au musée avant 18 ans, il y a très peu de chances qu'ensuite vous deveniez un visiteur régulier des musées. Donc il faut encourager évidemment ce genre de choses. Et puis en Suisse, pays du compromis, si on veut parler des différences entre chaque pays, il y a un peu tous les modèles. C'est-à-dire qu'on a aussi un samedi ou un dimanche, le premier de chaque mois, où les musées sont gratuits. À Genève fonctionne comme les Anglais, c'est-à-dire que les collections permanentes sont gratuites, les expositions temporaires ne le sont pas. Il y a un système de pass en Suisse, par contre, alors qui marche extrêmement bien, qui n'est pas le pass jeunesse dont vous parliez tout à l'heure, mais c'est un pass musée. Il y a 500 musées. Alors, les Beyeler et le Kunsthaus de Zurich n'en font pas partie, mais je crois que c'est à peu près les deux plus importants qui n'en font pas partie. Il y a 500 musées qui sont accessibles pour environ 140 € par année. Donc vous payez 140 €, vous avez accès à 500 musées pendant une année, autant que vous voulez. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont souscrit à cela en Suisse. Ça marche extrêmement bien, en l'occurrence. Et c'est, voilà, je ne sais pas après la répartition comment elle se fait, mais c'est une bonne manière, je trouve, de permettre l'accession au musée tout en finançant une partie des coûts qui sont évidemment nécessaires à l'entretien, à la mise sur place des musées. Parce qu'il faut quand même savoir une chose. J'ai encore un petit chiffre comme ça en passant, mais qui m'a surpris moi-même. Il y a une statistique qui était parue quant au coût par visiteur. Et le musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne, par exemple, coûte 150 francs suisses, donc 130 € à peu près, par visiteur. Parce qu'il a un nombre de visiteurs X qui n'est pas forcément très élevé. L'entretien du bâtiment est ce qu'il coûte. Donc ça veut dire que c'est cher, un musée. Ce n'est pas quelque chose qui ne coûte pas grand-chose. Donc il faut bien trouver de l'argent pour financer ces institutions. La billetterie y parvient, mais de toute manière, il y a aussi une aide, une subvention de l'État souvent qui est derrière, sauf pour les institutions complètement privées telles que Beyeler, qui n'a droit à aucune subvention, mais qui a des mécènes en l'occurrence. Voilà notre deuxième sujet, le rap. Après les concerts de NTM, donc à guichet fermé, voici que se reforme un collectif qui a eu un grand succès. Donc il y a une vingtaine d'années, il s'agit de Sectora avec Passis, Tommy Buxi ou encore donc Doc Gineco qui font leur réapparition comme MC Solar de son côté. Il y a 20 ans, ils remplissaient les salles. Que signifie cette mode du revival rap? On imagine bien que leur carrière personnelle étant un peu dans l'impasse, ils essayent de se rattraper ensemble commercialement. Nous en parlerons après ces quelques images de Sectora. Aux sagas des séries et au bang bang à l'américaine, Starsky, Star Trek et tout ce qui engraine. Je pense que malgré tout, il y a des titres dans Sectora qui racontent l'époque, qui racontent 1998, qui racontent les années 2000, qui racontent la France de cette époque-là, la France des quartiers ou la France de la rue, la France d'en bas, etc. Donc c'est ce qui est important, ça marque l'époque, c'est vrai. Donc c'est comme une vieille photo que tu regardes et qui te transpose à une certaine époque. Ne raconte pas ce qui se passe dans nos pages d'escalier. Tu sais pas, je sais que tu nous plais sur ton papier. Les pieds en avant, tu peux fumer. Si de nos vies tu t'inspires. L'équipe du Sectora a vraiment marqué et inspiré toute une génération. Donc voilà, c'est comme si aujourd'hui, tous ces jeunes-là font la suite d'un travail qui a été commencé par d'autres artistes avant. Parce qu'on était un super gang. Non, mais c'est vrai, parce que... Et en même temps, quand tu regardes bien, quand tu regardes tous les artistes, aucun ne se ressemble. D'une ambiance folle, mais tôt le matin, il m'amène à l'école. J'ai hérité de la violence, ça afflue sur mes compositions. Tu prétends faire du rap sans prendre position. Faire opposition, ça me connaît, moi je me connais en me faisant de la monnaie, donner puis recevoir au bonheur. Nos musiques, elles sont comme elles reflètent un peu nos vies, donc
L'influence était directe dans certains morceaux. Ça parle du pays. Après, il y a eu un enchaînement rapide avec Bisso na Bisso, donc là, on était carrément plongé dans l'Afrique totale. Dans notre ADN à nous, on a cette partie francophone, cette éducation française, mais on a aussi nos origines africaines, nos sons, nos coutumes, nos mœurs. Donc on va piocher dans ce qui fait, dans ce qu'on est. Donc ce côté France-Afrique en premier et Bisso na Bisso ou d'autres projets comme ça viennent de là. À la base, ce sont des rythmes qui viennent d'Afrique. Donc avant, c'était, on va dire que c'est le rap français qui inspirait le hip-hop africain et maintenant c'est le hip-hop africain qui inspire le rap français. Sois pas vexe, si je pète ton concept. Tu veux vivre dans ma jungle, alors mon style, gars, tu l'acceptes. Me raconte pas tes conneries, arrête de nous faire conneries. Alors, Claudia. Oui, commencez tellement par la meilleure personne pour vous parler de ça, mon cher Guillaume. On peut avoir vous voulez que je vous donne mon avis? Oui, je peux commencer par votre avis. Puis après ça, je vais vous allez suivre votre vague. Allez-y. Moi, j'ai l'impression que le rap est tellement générationnel, dans sa nature même, plus encore que ne l'a été le rock'n'roll, alors NTM est un cas totalement à part en France parce que Joey Starr est un personnage totalement à part en France qui transcende tout. Mais pour les autres, une fois que la déflagration poétique est passée, on a l'impression qu'à de rares exceptions près, Dr. Dre aux États-Unis, etc., le tout retombe et on le réécoute, mais avec une grande distance. Voilà mon point de vue. On faisait référence à des bandes, des groupes de rap, des formations rap françaises, généralement. On n'a pas tellement de formations québécoises rap. On a quelques particuliers, on a quelques artistes majeurs ou émergents, mais d'anciens groupes rap, moi, je n'en connais pas des tonnes, je n'en connais pas des masses, et surtout pas des groupes de cette nature-là qui ont fait des revivals, comme on dit. Par contre, cette tendance de faire revenir sur scène des formations, surtout en rock, du côté du Québec, ça, on a ça beaucoup. Et moi, je trouve que je salue cet effort-là. Je trouve que c'est une excellente idée dans certains cas, pas tous les cas. Parfois, ces gens-là devraient peut-être rester dans leur salon. Et d'autres, oui, c'est intéressant de les retrouver parce que, ils ont fait une carrière à part. Alors, ils se retrouvent, ils reforment un groupe, l'espace parfois d'une soirée ou parfois c'est l'espace d'un album ou même d'une tournée. Et ce que je trouve bien, c'est que plus mature, plus mûrs, disons ça comme ça. Ils sont comme un peu décomplexés, ils n'ont plus rien à prouver, alors ils sont peut-être un peu plus audacieux même, ces personnages, ces artistes sur scène. Ou un peu plus riches, car il y a des tournées, par exemple. Dans certains cas. Qui ont rapporté des fortunes de reformation. Elle ne dit pas qu'elle connaît bien Doc Gynéco, mais pas musicalement, en fait. Pas de? Pas musicalement. Doc Gynéco, vous le connaissez? Oui, bien moi, c'est drôle parce que ce que je disais récemment, c'est que j'ai connu Doc Gynéco sur le tard par le billet de Christine Angot. Alors, vous voyez, Doc Gynéco, oui, il est connu chez nous, surtout par la génération, je dirais la génération X. Moi, je suis un petit peu plus jeune que la génération X, la génération des gens qui ont comme la cinquantaine, chez nous, fin quarantaine, cinquantaine. Et Doc Gynéco a fait fureur, c'est sûr, oui. Il est très connu. Pourquoi je vous fais rire, là? Parce qu'on est la génération X. C'est comme ça qu'on appelle ça. Non, mais c'est la logique du show business de se reformer quand il y a un aspect commercial possible et quand les carrières solo sont des carrières en difficulté. On l'a vu avec Téléphone. Finalement, dans Téléphone, Jean-Louis Aubert, qui est le seul à avoir fait une carrière fantastique en solo, il a eu, comment peut-on dire, la générosité de retrouver ses camarades pour revivre une expérience qui soit positive pour tout le monde. Vous voyez ça comme ça, vous? Ah oui, c'est formidable. Mais pour revenir au secteur A, le secteur A aussi, on peut y voir aussi une sorte de laboratoire de ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était quand même des jeunes gens à la peau noire, qui vivaient dans la banlieue parisienne, qui se sont retrouvés, qui ont écrit des titres. C'est un peu le premier label du genre qui a été créé, une première, et on peut voir ça aujourd'hui avec Wachibi. C'est un peu, moi je vois une espèce de continuité logique entre Tommy Bugsy, Passy, Doc Gynéco. S'ils avaient fait des carrières, s'ils faisaient des carrières fulgurantes de leur côté. Pour l'instant, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais aujourd'hui, ça vous fait pas penser à Section d'Assaut avec Black M, Maître Gims ou
aussi se sont retrouvés sous un label, chacun fait sa carrière solo et peut-être que dans 20-30 ans, ils se retrouveront ils ont un succès pour énorme. reformer. Ils ont un succès À énorme. l'époque, ils en avaient, Doc Gynéco. Alors moi qui suis de la génération X, j'ai bien écouté Doc Gynéco. Ils en avaient. Ils en avaient parce qu'en plus, c'était un rap assez gentillet, si je puis me permettre, c'est-à-dire qui était quand même que tout le monde pouvait écouter, même les enfants pouvaient l'écouter. Parce que Viens voir le docteur de Doc Gynéco, on peut l'entendre de différentes façons, à différents. Non, mais c'est sûr, tout le monde ne comprend pas la même chose. Vous avez une définition de la scarlatine un peu particulière. Oui, mais c'était pas. Viens voir le docteur, bien sûr. Mais oui, mais ça n'était pas. Non, mais ça avait un public assez large, et je trouve que c'est là où on retrouve le même univers entre les sections d'assaut aujourd'hui et le secteur A à l'époque. Et après, il y a la nostalgie camarade, c'est-à-dire que voilà, la génération X en Ça marche. Ouais, mais moi, je trouve que la génération X est bien naïve de penser que les paroles n'ont pas d'impact sur les je pensais jeunes. que les enfants pouvaient tout à fait écouter Doc Gynéco et ne pas comprendre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils écoutent du rap et Dieu merci, ils ne comprennent pas tout. Enfin, j'espère. C'est plus violent. Gaëlle. Alors moi, je suis passée totalement à côté du rap, malheureusement. Enfin, j'ai encore le temps, peut-être, hein, on va voir. Donc, en Belgique, je sais qu'il y a un engouement pour le rap et que il y a des scènes qui se créent de plus en plus. Il y a même des festivals de rock qui se mêlent à du rap aussi. Et le revival, moi, je trouve ça plutôt sympa. De refaire vivre comme ça des groupes qui nous ont touchés dans notre adolescence, dans notre génération X ou autre. Et moi, je suis plutôt pour. Bon, il y a eu une grosse tournée en Belgique, en France aussi, je suppose, avec Star 80. Ça a fait un truc énorme. Bon, ça, c'est autre chose. Non, mais c'est... Voilà, ça a le mérite d'exister. Voilà, c'est bien. Ma chère Laura. Justement, on parlait de Star 80 qui a fait un carton et qui a même donné lieu à un film. Ensuite, eh bien, sur Internet, mais sur la scène, il y a l'équivalent pour le rap des années 90, ça s'appelle l'âge d'or du rap français. C'est un collectif, ils se sont produits à l'Olympia, ils montent sur scène. Ils ont même créé une web-série avec un petit garçon qui chaque jour va voir un nouveau rappeur. Oui, ils le rencontrent, ça dure 7 minutes. Alors Passis, Tommy Bugsy, Secteur A. Papa à moi est un gangster, ça doit être référence, parce que ça c'est un grand tube de... Oui, et donc tout ça on le retrouve sur le web avec un véritable engouement. Et c'est vrai qu'on a besoin, aujourd'hui, nos sociétés ont besoin de se rattacher à ce qu'elles ont vécu avant, peut-être parce que justement c'est assez anxiogène tout ce qu'on est en train de vivre, ne serait-ce que par rapport au numérique. Donc là, on se rattache à des choses qu'on a connues à une époque où on était plus ou moins inconscient, naïf. C'est comme le déjeuner du dimanche avec les parents. C'est ça. D'ailleurs, on devrait réinstaurer un petit coup de Tommy Bugsy et ça repart. Oui, voilà, Tommy Bugsy, c'était mignon, quoi. Mais on a compris que vous aimiez Tommy Bugsy, ça va. Bon, je sais pas, mais c'est... Non, mais c'est vrai, ça va. On retrouve cette espèce de... Non, mais c'est vrai, tout à l'heure, Gaëlle le disait, de toute façon, c'est un phénomène général de toute la musique qui est de revenir sur scène classiquement. Avec le dimanche, le rôti et l'haricot. Non, mais ça prouve, et les beaux-parents, ça prouve bien finalement que, au besoin, même si on n'en était pas convaincu, que le rap est désormais une musique absolument comme les autres. Et que dans le monde entier, c'est la musique dominante aujourd'hui qui a largement dépassé le rock'n'roll. Je parle dans la musique populaire ou de variété. Absolument. Et des fois, on a un petit peu de peine à s'en rendre compte parce que les médias grand public traditionnels ont toujours un petit peu de peine à en parler, ou les radios à programmer du rap de la même manière qu'elles pourraient programmer de la chanson ou du rock ou de la pop. Le rap reste toujours un tout petit peu cantonné et en marge. Donc, pour les personnes qui suivent un tout petit peu moins, dont moi d'ailleurs, qui suis un peu moins le rap, c'est vrai qu'on est toujours étonné, quand on met un petit peu les mains dans la farine, de se rendre compte de l'incroyable popularité. Mais ces revivals-là, ça nous signifie effectivement que c'est une musique comme les autres, comme n'importe quel retour pour tous les quinquas. C'est toujours comme ça. Pourquoi souvent on se retrouve avec des revivals qui touchent les quinquas, ou les vieux cadras, ou les jeunes quinquas, c'est selon. Parce que souvent, ces gens-là ont un petit pouvoir économique, parce que souvent, arrivé à cet âge-là, il y a un petit retour en arrière, il y a un petit vague de nostalgie, il y a un petit peu, on regarde sur le passé ce qu'on a fait ou pas fait, ce qu'on a réussi ou raté, et puis on se remet dans des ambiances qui étaient celles de notre adolescence ou de notre jeune âge adulte. C'est souvent comme ça que ça se passe. Puis avec le rap, ce que je trouve intéressant, alors la couche en plus, ce que je trouve intéressante, c'est comme c'est une musique qui est récente,
Quand on va... Ça a au moins 30 ans maintenant. Ouais, mais largement récent. 30 ans. Non, mais c'est pas le rock, on n'est pas dans le rock, on n'est pas dans le jazz. Donc les gens qui ont commencé à faire du rap sont encore là aujourd'hui. Les premières personnes qui ont commencé à écouter du rap aussi sont encore là. Et donc quand on va écouter des concerts de groupes qui jouaient au début des années 90, par exemple, voilà, fin des années 80, peut-être aux États-Unis où ça commence un petit peu plus tôt, on est dans l'histoire, mais l'histoire qui est déjà de l'histoire, mais qui est encore accessible et encore présente. Et c'est une possibilité, j'imagine, aussi de transmission qui peut se faire pour ceux qui le souhaiteraient, d'avoir la possibilité d'avoir le spectre complet entre secteur 1, par exemple, ou Sens Unique en Suisse. Sens Unique, c'était, voilà, la fin des années 80, c'était les premiers. Oui. Eux, ils ne sont pas sur scène, par contre. Et puis aller avec des rappeurs beaucoup plus récents comme Maître Gims ou Booba aujourd'hui. Bon, ils sont tous là encore et on peut se plonger dans l'histoire complète du rap. La carrière continue. Hein. Mais ça fait de bonnes activités intergénérationnelles. Ouais, mais potentiellement, en tout cas, ça pourrait Je ne suis pas sûre que... Ou alors les enfants, parce que je ne suis pas sûre que les adolescents et les plus âgés aient très envie de partir avec leurs parents aller à un concert de secteur A. Si, quand même. Mais ce sera comme le rock un jour. Mais non, mais regardez, par exemple, j'ai vu une affiche pour aller au Palais des Congrès. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est le 7 juillet de Earth, Wind and Fire. Donc le groupe de Maurice White qui est mort. Ouais, c'est plus le... Voilà, bon, et qui ne connaît pas des gosses jusqu'aux plus grands qui vont dans les boîtes de nuit, Boogie Wonderland, notamment dansé par Omar Sy. Surtout Pic Omar Sy a fait dans Intouchable, bien sûr. J'ai vu les Stones avec mon père à 15 ans, moi. Et ça nous a rapprochés. Et ça, c'était il y a 5-6 ans, hein. Voilà. Merci, X. Nous allons passer au Zap Culture. C'est le moment, donc, nous essayons de traiter ou de résumer l'essentiel de l'actualité francophone de la semaine. Voici. J'aurais voulu être un artiste. Les tubes de Starmania semblent avoir été composés hier. Pour avoir le monde à refaire. Moi, j'étais une quasi-débutante, donc pour moi, c'était... Moi, j'y allais avec mon cœur. Le magazine Les Inrocks les a qualifiés de sensations belges du moment. Julie et Sacha, alias Josie. C'est super gratifiant. Après, c'est parfois un peu déstabilisant parce que c'est notre métier, en fait, depuis longtemps. Donc parfois, c'est un peu la question de qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi... C'est un pas de plus en direction du rêve professionnel pour 20 jeunes musiciens. La Gustave Academy a accouché hier de ses 7 premières chansons. Jay-Z et Beyoncé se sont offerts le Louvre 2 nuits d'affilée. Le clip est un vrai spot de pub à diffusion mondiale. En 48 heures, il a été vu 11 millions de fois. C'est plus que les 8 millions de visiteurs annuels du musée. J'ai croisé dans l'escalier du métro aérien. On a déjà fait un très beau départ, enterrement de roi Tzigane, de roi Manouche. Sur son piano à bretelles, Yvette Horner savait tout jouer. Ses amis garderont l'image d'une femme entièrement dévouée à son art. Elle représente à la fois une amie, quelqu'un d'exceptionnel, avec une personnalité vraiment unique, et en plus l'accordéon, la France, le monde de l'accordéon, le Tour de France, enfin tout ça. L'été débute, c'est évidemment pour le 3e sujet de cette émission, le lancement de la saison des festivals. Il y a des festivals absolument partout en France, dans l'espace francophone et même un petit peu partout en Europe et dans le monde. Pour cette dernière émission avant l'été, nous allons faire le tour des coups de cœur. Nous aurons des coups de cœur, mais de toute la bande en matière de festivals. Et pour vous laisser le temps de réfléchir à ce que nous allons vous proposer ou tenter de vous proposer, voici quelques images d'une des stars des festivals d'été. Il s'agit de Mathieu Chédid et de sa bande de l'Amomalie. Est-ce que ça va ici? Francophonie, est-ce que ça va ici? Donnez-nous de l'amour pour Comme un vertige dans la ville, moi l'homme hibou blanc imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise, peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au Mali des merveilles, le Mali Dieu crée la flamme.
Le mal y danse dans mon âme. Béni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako. Balles de Bamako, balles de Bamako, balles de Bamako. J'étais dans la peau. Balles de Bamako, balles de Bamako, balles de Bamako. J'étais dans la peau. Voilà, ma chère Claudia, par exemple, les festivals qui vous touchent, les festivals qui jouent un rôle. J'aurais pu vous parler du festival du cochon de Sainte-Perpétue. C'est vrai, on a ça au Québec. Eh bien non, elle on n'en a parlera aussi pas. le festival de la giblotte à Sorel, mais j'ai choisi un festival important qui est le festival de jazz, le Festival international de jazz à Montréal, Bon choix. qui a été consacré par le livre Guinness des records comme étant le festival de jazz le plus important de la planète. Le festival de jazz, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est plus de 30 ans d'expérience à recevoir des gens, des artistes de jazz de partout à travers le monde, autant des auteurs, oui, autant des artistes émergents que des artistes qui reviennent sur scène après, justement, quelques années d'exil. On a donc la présence de près de 30 pays, 3000 musiciens, des amuseurs publics qui sont là, 1000 concerts, activités et animations. 2 tiers de ces activités-là sont gratuites, il faut le dire. Et le site du Festival de jazz, tout comme les Francopholies aussi, c'est vraiment un site exceptionnel. C'est dans le quartier des spectacles, au centre-ville de Montréal. Tout le monde est rassemblé là. C'est en plein air. Le lieu est accessible de midi à minuit pour tout le monde. Les familles sont les bienvenues. Il y a des spectacles gratuits, il y a des spectacles payants. C'est autant sur des scènes plein de scènes extérieures que des scènes intérieures avec des lieux de diffusion qui sont un peu plus payants, disons ça comme ça. Mais surtout, ce que je retiens de ça, c'est qu'il y a vraiment une énergie. Il y a quelque chose de très puissant dans l'air durant ce festival-là. Alors, c'est du 28 juin au 7 juillet. On attend des artistes comme Annie DiFranco, Holly Cole, Jill Barber et plusieurs autres aussi qui sont là. Vous avez une petite question, Claudia. Oui. Je lève la main comme un enfant que je suis. Est-ce que c'est comme Montreux, c'est-à-dire c'est un festival mixte où on trouve des musiciens de jazz et aussi des musiciens de rock, etc. Ou est-ce que c'est un vrai festival de jazz? C'est-à-dire que majoritairement, ces spectacles-là sont consacrés à la musique jazz, mais dans les différents courants de la musique jazz, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un seul courant. Il y a du rock aussi, et il y a aussi un peu de blues. Alors, il y en a pour tous les goûts, mais c'est sûr que principalement, on est vraiment dans le jazz. Ouais. Alors, on va passer de l'autre côté, justement. Évoquer la Suisse, Montreux, Paléo, Nyon, enfin beaucoup de festivals. C'est ça, exactement. Ce sont des grands festivals populaires d'été. Tout à fait. Et en plus, Michel les fait tous. Pour TV5 Monde, ils découvrent tous. J'avoue. Effectivement, vous aurez l'occasion, un petit peu d'auto-promo ou de promo pour TV5, vous aurez l'occasion, en tout cas si vous le souhaitez, de suivre un petit peu l'actualité de ces différents festivals, soit Paléo ou Montreux, puisqu'on en parlera dans 64 minutes à 18h avec Estelle peut-être. Donc voilà, suivez-nous dans le cadre du... On a une idée des programmes. Oui, les programmes sont déjà sortis pour les uns et les autres. Alors à Montreux, parmi les têtes d'affiche, qu'est-ce qu'il y a cette année? Il y a Etienne Dao qui est là, il y a Iggy Pop qui est là, Gilberto Gil, je ne sais plus qui d'autre. Enfin voilà, il y a du monde. Comme à l'habitude, Montreux étant devenu un festival toute musique avec une partie de jazz, une salle qui est dédiée à jazz, une petite salle qui est dédiée au jazz, et puis les autres, des musiques plus larges, du pop au rock. Paléo de son côté aussi, c'est un festival qui marche formidablement bien. La billetterie est vendue en quelques minutes. Je n'exagère pas, en quelques minutes dès que les billets sont mis en vente. Donc Montreux, c'est près du lac, pour ceux qui ne connaissent pas, et Paléo, c'est dans une sorte de plaine. Oui, mais pas très loin du lac non plus. Ouais. Voilà, c'est juste au-dessus de Nyon. Alors là, c'est en plein air, tandis que les concerts à Montreux sont en salle. Et puis, il y a du monde également qui est attendu à Nyon avec, écoutez, il y a Supreme NTM notamment qui passera, ça plairait à Estelle, qui passera à Nyon cette année, Orelsan, les rappeurs genevois dont je vous ai parlé, Danitza et quelques-uns, Gorillaz également qui seront là. Mais le festival sur lequel j'ai envie de mettre l'emphase cette année, c'est le festival de Verbier, le Verbier classique, parce qu'il fête cette année ses 25 ans d'existence, donc c'est une année charnière.
Il y a une programmation... Un festival fantastique. Hein. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est devenu un des festivals, un des hauts lieux incontournables de la musique classique dans le monde, pas simplement en Suisse, vraiment. Parce que Martin Ekström, son fondateur, a su en faire un rendez-vous assez exceptionnel. C'est-à-dire que les artistes qui y viennent ne viennent pas simplement pour un concert. Souvent, ils ont plusieurs concerts à donner. Souvent, ils restent en résidence, ils donnent des masterclass. Ils viennent en famille, avec leur épouse, avec leurs enfants. Beaucoup d'Américains qui vont là-bas. Beaucoup d'Américains. Beaucoup de musiciens du Met de New York. Oui, absolument. Joshua Bell est venu. Les frères Capuçon seront là cette année. Beaucoup de musiciens français aussi. Edgar Moreau était là l'année passée. Cette année, il y a quoi? Il y a Anne-Sophie von Mutter, il y a Valérie Gergiev qui dirige l'orchestre, il y a Yuja Wang, la fameuse, extraordinaire pianiste, Yevgeny Kissin, Michael Pletnev. Enfin, il y a vraiment un monde incroyable qui est là, avec cette atmosphère très particulière de Verbier. Vraiment, parce que tout le monde s'accorde à le dire. Katia Benatichvili, que j'ai interviewée il y a quelques années, me disait ça. C'est vraiment... On prend le temps de voir les gens qu'on ne voit pas le reste de l'année parce qu'on est en tournée tout le temps. Là, on reste pendant une semaine, 10 jours, parce qu'on a plusieurs choses à faire. Donc, on se pose, on a le temps d'aller manger au restaurant avec des gens qu'on ne voit jamais. Et il y a une effervescence dans ces stations de montagne à 1500 mètres d'altitude qui est assez éblouissante et une qualité artistique et musicale qui vaut vraiment le détour. Et en plus, vous allez me dire, alors pourquoi parler de Verbier à 1500 mètres d'altitude? On ne va jamais pouvoir y aller. Alors sachez simplement que si vous tapez Espace 2 étant la chaîne musicale de la radio-télévision suisse, c'est un peu l'équivalent de France Musique, il y a pratiquement chaque soir de la durée du festival du 19 juillet au 5 août, un concert qui est retransmis en direct sur les ondes. Donc vous pouvez écouter ça de partout dans le monde désormais avec Internet. C'est une façon de suivre un petit peu de ce qui se passe à Verbier, quand bien même vous ne pourriez pas y être. Voilà, le festival de Verbier cette année, magnifique programmation. Voilà, Montreux, Verbier, Paléo, Avignon. Laura. Alors les festivals numériques, on le vend en poupe. Alors on parlait avec Estelle tout à l'heure des bains numériques, qui est un des premiers festivals à avoir mis en avant. Là, il est question d'art numérique. Il a eu lieu il y a quelques jours à Anguin-les-Bains. Et il y a même une intelligence artificielle qui a chanté. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a même plus besoin de chanteur. On fait un programme et la voix sort toute seule. Voilà. Bon. C'est pas ce que je préfère, je tiens à vous le dire. Il y a un autre festival qui a lieu en ce moment à la Grande Halle de la Villette, c'est Futur.es, Futureux. C'était avant Futur en scène, il était assez connu, c'est la 9e édition. Et là, pour vous, Guillaume, qui est très curieux de tout ça, vous allez pouvoir avoir 150 démonstrations d'intelligence artificielle, de robotique, de programmation, aussi d'art numérique. Mais dans ces festivals, il n'est pas que question d'art numérique, c'est le numérique au sens large, c'est pour rendre le numérique accessible, démocratisé, pour qu'on comprenne enfin ce qu'est la crypto-monnaie, la blockchain, des mots comme ça. Donc quand on les entend. Un aspect pédagogique, vous pouvez y aller en famille. Et un numéro 1 aussi cette année à la scène musicale, le 4 et 5 juillet, l'échappée volée. Vous connaissez les fameux TEDx. Bien, c'est la même organisation, et là, c'est des conférences aussi pédagogiques autour de tout ça, et où vous pourrez rencontrer Obvious, dont on a parlé souvent dans 300 millions de critiques, ce collectif qui se sert de l'intelligence artificielle pour produire de véritables tableaux. Des véritables peintures. Donc voilà, c'est tous les festivals numériques. Alors, il y en a encore plein d'autres, mais les principaux auxquels vous pouvez vous intéresser et qui sont accessibles. Bientôt, il y aura des chroniqueurs en intelligence artificielle. Des hologrammes. Il y a déjà des présentateurs. Japon. Avignon. Oui, alors il y a Avignon, il y a Aix. Moi, j'ai l'impression que l'été, en fait, c'est un peu la revanche de la province sur Paris. C'est vrai que Paris, souvent, le reste de l'année, monopolise un peu l'attention des médias. Il y a Rock en scène. Oui, mais non, mais je veux dire au niveau artistique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris tout le reste de l'année. Mais l'été, c'est la revanche, c'est-à-dire qu'il y a énormément de festivals partout. Parce que les Parisiens quittent Paris en été. Voilà, tout le monde quitte Paris. Donc il n'y a plus rien. Non, c'est pas vrai. Il y a encore, justement, à la scène musicale, là, du 25 au 30 juin, il y a les Étés de la danse, c'est la 12e édition. Moi, j'aime beaucoup ce festival qui nous permet de découvrir des compagnies qui viennent du monde entier. Et là, c'est un focus sur les compagnies américaines, donc qui viennent de New York, qui viennent de Miami. Il y a un hommage à Jérôme Robbins. Et vous l'avez dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, j'ai l'impression que toutes les villes ou presque ont des festivals. Ça peut être celui sur l'île de Tatiou. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. C'est dans le Cotentin. Et on peut, en fait, quand il y a la mer se retire, on peut y aller, écouter de la musique. Ça, c'est un tout petit festival. Et après, il y a les Mastodontes, les Nuits de Fourvière à Lyon. C'est très, très éclectique. Avignon, le IN, le OFF et bien sûr le festival d'Aix-en-Provence, le festival d'art lyrique, qui fête cette année ses 70 ans, enfin 70e édition. 70 ans.
Ouais, 70 ans, c'est un très beau festival. Moi, j'ai eu la chance de couvrir pour TV5 Monde. Le théâtre de l'Archevêché, c'est vraiment exceptionnel pour écouter. Et là, moi, il y a un metteur en scène que j'adore, et je ne suis pas la seule, hein, je ne vais pas être très originale, c'est Simon McBurney, qui signe toujours des mises en scène incroyables. Cet homme est brillant, et en plus, il est francophone, donc il a tous les talents. Et là, il revient avec la flûte enchantée de Mozart, avec, dans le rôle de Tamino, un jeune ténor français. Il y a on parle beaucoup moins des ténors français aujourd'hui, et lui il s'appelle Stanislas de Barbera, qui reprend donc Tamino dans cette version de Simon McBurney, et vraiment c'est toujours, moi j'adore ce festival. Voilà, c'est le festival d'Aix-en-Provence, je trouve que c'est un des plus beaux festivals pour écouter la musique, et en plus ça va vers les gens parce que il y a l'atelier d'art lyrique, moi j'avais vu, ils avaient fait un happening sur une des places, très belle place de Daix, où il y a tous les jeunes chanteurs qui sont venus chanter, interpréter et là le temps voilà, c'est suspendu et tout le monde a écouté, comme quoi l'art lyrique, ça peut parler à tout le monde. Donc voilà, mon coup de cœur, c'est vraiment le festival d'Aix-en-Provence. Gaëlle. Alors les Belges attendent l'été avec impatience, puisqu'il faut savoir que dans ce petit plat pays qui est le mien, il y a quand même plus de 400 festivals, et pas des moindres. Il y a de grosses machines avec de grosses têtes d'affiche, Jack White, Queens of the Stone Age. Il y a aussi Francis Cabrel dans un autre style. Mais ce qui est génial dans ce pays, c'est qu'il ne faut pas plus de 3 heures de route pour aller d'un bout à l'autre et découvrir tout ça en un rien de temps. Moi, mes coups de cœur, il y a le Brussels Summer Festival. Le quartier de Bruxelles est un peu bouclé. On se retrouve dans un cocon de musique avec des magnifiques scènes et de magnifiques artistes. J'ai pas fouillé comme vous, j'ai pas les noms des têtes d'affiche en tête, mais il faut vraiment aller voir sur le site, ça vaut le détour, dans un cadre vraiment très sympathique. Voilà, et puis il y a des festivals pour compléter dans le domaine de la musique. Vous avez classique, vous avez tous les deux. Vous avez par exemple le festival de la Roque d'Enterron, qui est le plus grand festival de piano du monde, avec, on parlait de Kissine tout à l'heure, les plus grands pianistes qui vont là-bas. C'est un endroit tout petit, la Roque d'Enterron, comme Marciac, festival de jazz, endroit tout petit qui a été envahi par les plus grands musiciens de jazz, et là vraiment de jazz. C'est tous les jours que vous pouvez prendre votre petite voiture, le train pour aller justement d'une ville à l'autre, écouter vos musiciens préférés, plus tous ceux qui sont en tournée, car en plus ça se double des tournées. Voilà donc pour les festivals. Dernier coup de cœur peut-être? Oui, alors un bouquin mythique dont j'ai envie de vous parler cette semaine, c'est une réédition du fameux Paris sans fin d'Alberto Giacometti, qui est paru cette fois-ci aux éditions des Cahiers dessinés en collaboration avec la Fondation Giacometti. Vous savez, c'est un bouquin qui était sorti en 1969, après la mort de Giacometti. C'est des dessins, lithographies au crayon ou au stylo bic que Giacometti avait fait dans les années 60 de Paris. Il était prévu d'en faire un livre. Ce livre est sorti, mais 3 ans après sa mort. C'était sa veuve et l'éditeur qui l'avait terminé. C'est le regard de Giacometti sur le Paris des années 60 qu'il connaissait si bien et qu'il griffonnait avec la maestria et le talent qui était le sien. C'est un bouquin absolument splendide. Il y a 10 pages de texte de Giacometti et il y a 230 pages de dessins. C'est un bouquin qui est même accompagné par un deuxième, parce qu'il en a fait tellement de ses dessins que finalement ils en ont sorti un deuxième qui s'appelle À travers Paris, cette fois-ci toujours au même éditeur. C'est un voyage vraiment dans l'œuvre de Giacometti, dans un Paris qui n'existe plus totalement et surtout dans un regard d'un artiste. Laure. Tout à l'heure, on parlait de la meilleure manière d'attirer un nouveau public dans les musées et d'attirer notamment les millennials, les jeunes. Eh bien, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Expo in the City, qui est assez récente et qui, grâce à des YouTubeurs, fait découvrir des expositions. Alors, est-ce que c'est pour nous, ça peut nous paraître peut-être un peu réducteur, mais en tout cas pour cette jeune génération qui ne communique qu'à travers des vidéos et qui s'abonne de plus en plus à de nouvelles chaînes, c'est un moyen de faire connaître des artistes, des expositions et peut-être de susciter l'envie, en tout cas on l'espère. Ah, moi je prends, hein. Est-ce que Squeezie fait des petits tours là? Parce que alors je sens que je vais attirer des jeunes. Montrez-nous votre petite découverte. Voilà, c'est un mini-album, il s'appelle Almeria, c'est un duo, donc Elisabeth, Zabeth et Emmanuel. C'est de la pop élégante, minimaliste aussi. Alors c'est vraiment, ils commencent tout juste, donc il faut les soutenir. Allez sur Facebook pour voir notamment leur dernier clip qui est absolument magnifique, Atacama, comme le désert d'Atacama. Donc voilà, je vous les conseille, Almeria. Voilà, très joli groupe de pop française, élégante et minimaliste. Gaëlle. Moi, je vais continuer dans les festivals et je vais vous parler du plus vieux festival de la Wallonie qui s'appelle le Verdure Rock, qui a lieu depuis 1985 sur les hauteurs de la ville de Namur. Donc, à l'origine, il s'agissait d'un concours qui permettait aux artistes du cru wallon de se mesurer. Puis très vite, l'envie a été de programmer des têtes d'affiche. Donc, Ginzu est passé par là, Rita Mitsuko, The Stranglers aussi.
En 2016, malheureusement, la ville de Namur a coupé les fonds au festival et du coup, il y a eu l'arrêt de ce festival. Mais en 2018, une poignée de rockers nostalgiques a décidé de faire renaître le phénix de ses cendres pour faire une nouvelle édition. Donc si vous êtes dans le coin à Namur, allez-y. C'est vraiment dans un magnifique cadre. C'est sympa, Namur en plus. Ma chère Claudia. Alors, elle s'appelle Charlotte Cardin. Retenez bien ce nom du côté de la France et de la Belgique, et de l'Afrique et de la francophonie en entier, en Suisse, il ne faut pas vous oublier, Michel, à découvrir. Charlotte Cardin, elle a été découverte à La Voix, au Québec, cette émission, ce concours de chansons donc internationales, parce que La Voix, c'est partout. Elle est splendide. Elle vient de sortir un album qui s'intitule Mine Girl. Elle est formidable parce que sa voix, elle est sulfureuse. Il y a quelque chose du soul. Il y a quelque chose de très brillant aussi, de pétillant chez cette fille qui marque sur son passage tous ceux qui découvrent sa voix, qui l'écoutent aussi. Elle a un charisme fou. Alors, je vous invite à aller voir. Et d'ailleurs, elle est numéro 1 des ventes iTunes en France. Alors, voilà. Charlotte Cardin. Pour terminer, un peu de peinture. Alors, je vais vous présenter 3 choses. Benoît Maire. Donc, voici un album qui est consacré à... Donc, il a une 40aine d'années. Rétrospective qui a lieu donc à Bordeaux au CAPC. C'est un jeune artiste français qui a énormément de talent. Vous avez aussi en ce moment donc à Paris Damien Cabane qui à un moment a été un des finalistes du prix Marcel Duchamp, qui donne une exposition absolument magnifique à la galerie Éric Dupont. Et puis Gérard Tracandi, autre artiste français. Ce sont les artistes un peu inclassables, car Benoît Maire, comme Tracandi, comme Cabane, font de la peinture à un moment où on est un peu encore dans le post-conceptuel, en tout cas en France. Tracandi, lui, est à la galerie Laurent Gaudin, que vous trouverez, je crois que c'est rue Auberlé, dans le 13e arrondissement. Ça ressemble aux grands abstraits américains. D'ailleurs, il y a eu récemment sur France Culture une émission où les gens considéraient que Tracandi avait à peu près autant de talent que les grands artistes américains qu'on connaît, les Rothko, Pollock ou les autres, bien que ce soit une génération évidemment tout à fait différente. Donc vous avez du Benoît Maire, vous avez du Damien Cabane et du Gérard Tracandi. Vous cherchez sur Google, vous trouverez sans problème. Nous étions ravis de passer ce moment avec vous. Nous sommes au 104, vous voyez, sous ces magnifiques verrières, au nord de Paris. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse, ou plutôt, nous vous embrassons tous. I'm the call at one, but you just wanna visit. I'm the call for some kind of like an exit to your main girl, to your main girl, to your main girl. I'm the call at two, but I know you never ask, 'cause I've been the one you assume will last past your main girl, past your main girl.